Salut, bienvenue sur un nouvel épisode de Collaboration Solved. Aujourd'hui, on va regarder comment créer un silo temporaire pour briser les silos existants. Moi, c'est Pierre-Cyril Denan, tu peux m'appeler PC. Et aujourd'hui, je suis avec Jimmy Carroll. Je suis content que tu m'aies invité. J'ai hâte de parler de collaboration avec toi. Nice. Puis là, en plus, on va parler d'un sujet assez crunchy parce que collaboration, silo... Silo, ça existe-tu les silos en entreprise? Je pense que oui, c'est une belle solution, ça. Quand tu veux que les gens du même département avec les mêmes backgrounds fonctionnent ensemble, on crée un beau silo, comme ça, les gens parlent le même langage, ils ont les mêmes terminologies, ils ont les mêmes préoccupations. Comme ça, on peut livrer la qualité avec notre département. Fait que souvent, historiquement, on enferme les gens dans le même silo, comme ça, la sécurité est avec la sécurité, la qualité avec la qualité, puis on se mélange pas trop avec des créatifs, avec des analytiques. On essaie de pas mélanger ces gens-là. On met tous les bizarres ensemble. C'est comme si les designers puis les développeurs pourraient pas se parler dans ce monde-là, dans cette vision-là du monde. Là. Il y en a qui parlent juste en couleur, puis d'autres en code. Donc ça se parle pas, ce monde-là. Donc c'est ça, on veut challenger, je pense, en ce moment. Là, on est mais on voit beaucoup d'entreprises qui essaient de briser ces silos-là. Oui, je pense qu'il y a une espèce de mission un petit peu éternelle, de recommencement éternel, d'essayer de briser ces silos-là avec plus ou moins de succès parce que c'est pas nécessairement facile. Puis on va essayer de voir quel intérêt on pourrait avoir à briser ces silos-là. Mais d'abord, les silos en entreprise, pourquoi est-ce que ça existe selon toi? Moi, je pense que ça existe juste pour simplifier. C'était une façon de simplifier la complexité, mais la complexité opérationnelle. Là, on essaie de simplifier le développement de produits complexes, là, en essayant de mettre des gens de différentes expertises dans une même équipe. Mais je pense qu'à l'époque, c'était pour simplifier l'organisation opérationnelle. Tu mets les gens qui ont le même background, les mêmes objectifs, sous un même directeur qui a les mêmes objectifs plus haut niveau. Puis là, comme ça, c'est tout aligné. Ben, le directeur, le VP, tout ça ont tous les mêmes objectifs, puis ça descend jusqu'aux exécutants. Donc, il y a un alignement, puis il y a une proximité, justement, par rapport tous les gens qui sont en qualité, c'est les gens qui care le plus pour la qualité, puis par exemple, les gens de marketing, eux, c'est l'image du produit, vendre, la performance des ventes, tout ça. Donc, je pense que à l'époque, c'était pour séparer ces différents concerns-là pour simplifier le tout, puis d'avoir des gestionnaires qui c'est simple pour eux de gérer une vision du problème à régler ou des objectifs à atteindre pour la compagnie. Ouais, et puis dit comme ça a l'air de faire du sens, ça a l'air d'être finalement plus simple pour la gestion au quotidien, ça réduit plusieurs... en fait, on pourrait même croire que ça augmenterait le focus des personnes puisqu'on parle tous de la même chose. Et pourtant, on se rend compte que ça finit par complexifier les choses un petit peu, non? Je pense que c'est ça, c'est qu'on on est obligé d'avoir des transferts. Fait que dans le fond, c'est ça, à l'intérieur d'une même pratique, les gens parlent le même langage, il y a peut-être des bonnes pratiques qui s'amènent, des normes, des choses comme ça, des documents standards, des outils, tout ça. Mais quand on passe d'un département à un autre, d'un silo à un autre, là, il y a un clash souvent dans les modes de communication, dans les documents échangés. Puis là, OK, là, on a une interface ici entre deux silos. Il faut trouver une façon de communiquer les besoins d'affaires au IT, puis après les IT jusqu'aux testeurs. Puis, fait que là, c'est là qu'on crée souvent ces documents-là, au lieu de collaborer. OK, on va trouver une façon, une rencontre, un document, un processus pour dire là, on a fini notre travail, puis on vous le donne à vous pour que vous complétiez ou faisiez votre partie de la livraison. Fait qu'on se rend compte de plus en plus que pour livrer de la valeur ou livrer un produit, ben il faut passer dans différents départements parce que la livraison de produits est tellement complexe que il faut que tu aies des spécialisations qui vont apporter de la valeur à ton produit. Donc, je pense que c'est là qu'on voit la limite, je pense, du silo, parce qu'on dit, OK, il faut que ces gens collaborent ensemble. On a tellement créé des frontières imperméables ou quasi perméables qu'on voit que c'est pas si efficace que ça, passer de l'information d'un silo à un autre. Ouais, et finalement, un peu comme une mesure de protection pour
protéger l'entreprise d'une complexité qui grandit, on finit par se créer un organisme de services internes qui se fournissent finalement des morceaux d'informations. Et ça, par contre, ça va être quoi? Ça va être lent, ça va être pénible, ça va être difficile. Qu'est-ce que toi, tu as vu comme type de pattern qui arrive dans ces cas-là? Je pense que ça dépend vraiment de la maturité du flot de communication, mais aussi de la complexité de l'échange. Si c'est dans certains cas, dans le fond, quand c'est une petite demande, puis c'est quelque chose qu'on a fait 300 000 fois, il y a une façon qu'on peut peut-être standardiser, puis fonctionner un peu comme un API, on a une façon de faire une requête standard avec un petit formulaire, ça se fait, puis on n'a même pas besoin des fois de parler humain à humain, au département à département. Mais quand on invente une nouvelle chose qui n'a jamais été fait, un nouveau produit, on veut aller vite, puis on veut aussi pousser les limites, puis on n'est pas dans le copier-coller de ce qu'on a fait avant. Mais là, on se rend compte que c'est comme une utopie de standardiser les échanges à ce niveau-là. Là, parce que c'est ça, parce que là, on se dit, là, maintenant, c'est peut-être plus nécessairement aussi des étapes de 1 à 10, puis juste dans un sens. Là, on clarifie l'idée, on design, on envoie ça en développement, on teste. Là, on se rend compte que quand on est en mode plus complexe, des fois, il y a des allers-retours. Puis là, c'est là qu'on voit les limites souvent d'essayer de standardiser les canaux de communication. Ouais, je vois ça effectivement. Si on est dans un domaine relativement simple, on peut comprendre l'efficacité de créer des silos d'expertise et des silos de communication. Je comprends qu'à McDo, ça fonctionne comme ça, parce que même si les commandes finissent par changer, que maintenant ils ont du custom sur pas mal tous les items. Ouais. Mais dans le passé, quand tu pouvais pas changer vraiment ce qu'il y avait dans ton burger, c'était relativement standard et donc c'était peut-être normal que le personnel travaillait en silo. Mais quand on a du custom tout le temps, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Mais puis c'est là qu'on se rend compte aussi que même si un silo connaît un peu les besoins ou les attentes d'un autre silo, ben dans le fond, il faut souvent la collaboration parce que même si on a une idée, on n'est pas spécialiste, puis c'est de regrouper puis d'avoir une intelligence collective avec plein de spécialistes ensemble, que là, on s'assure de bien gérer les risques, d'identifier les choses qu'on n'a peut-être pas pensé on n'a pas pensé à l'étape de l'analyse au début, puis on dit OK, maintenant qu'on est plus loin dans le processus de livraison, on se rend compte en parlant avec un spécialiste d'un autre département, mais qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas pensé, puis même ce spécialiste-là n'aurait pas pensé à l'étape 1 du projet ou du design ou peu importe. Ouais, il y a beaucoup parfois de complexité ou de choses sous-estimées ou juste, on est humain là, on peut pas penser à tout, donc effectivement, on va voir ça grandir de manière exponentielle. Je pense que c'est ça dans ce monde-là. C'est un peu l'utopie que si on met des experts, puis c'est juste des experts techniques ensemble, puis on les laisse réfléchir longtemps, ils vont tout trouver, ils vont trouver tous les risques, ils vont cerner tous les trucs qu'on pourrait oublier plus tard, puis après, ben là, qu'on a bien documenté ça, on envoie ça à l'autre équipe, puis l'équipe fait juste exécuter. Fait que c'est un peu cette mentalité-là aussi. Je pense d'avoir la mentalité un peu de silo, c'est un peu de voir que dans certains domaines, il y a les thinkers puis il y a les doers. Là. C'est un peu ça. Là. C'est mettons, en sécurité, tu aurais le département de sécurité, c'est eux qui réfléchissent à la grosse stratégie de sécurité, puis ils peuvent juste travailler ensemble, ils définissent la solution parfaite, ils l'envoient à l'autre équipe qui, dans cette vision-là, c'est des doers, ils vont prendre le cahier de charge, pour dire, OK, si je veux que mon produit soit sécuritaire, j'ai juste à suivre ces normes-là, puis tout est beau parce que c'est les experts sécurité qui sont ensemble avec leur gang, puis ils ont livré l'analyse parfaite qui couvre tout. Fait que je pense que c'est un peu ça le risque quand on pense un peu trop comme ça. Ouais, et puis dans la pratique, je remarque aussi que ce type d'échange expert-exécutant, comme tu dis, j'aime bien la manière dont tu le vois, mais en fait, ils se déplacent. C'est-à-dire que du côté d'exécutants, eux, c'est des experts de leur exécution et ils pourraient voir des choses que les experts d'à côté, qui sont exécutants de leurs tâches, n'ont pas vues.
C'est ça, c'est pas. C'est drôle parce que dans ce mode-là, c'est pas juste la direction qui est les penseurs, puis les gens sur le plancher qui sont les exécutants. C'est que là, on se rend compte que dépendamment de l'expertise, comme tu as dit, on est parfois les experts et les penseurs, puis dans certaines autres sphères, on devient des exécutants d'un autre département. Fait que c'est là, je pense, la dynamique qui est intéressante. Si on garde cette dynamique-là, on est toujours en train de se dire, ben là, moi, est-ce que je suis aveuglément ce que l'autre département ou l'autre silo m'a dit, sans utiliser ma tête puis en challengeant, ou on fait partie de la même équipe puis on se challenge chacun parce qu'on a le même objectif, même si on est spécialisé dans plein de choses, on a le même objectif à cœur puis on travaille pour pour atteindre cet objectif-là. Et ça m'amène à me poser la question qui trotte peut-être dans la tête des personnes qui écoutent, le statu quo qu'on définit là comme étant un petit peu un mode protectif de service service interne dans la compagnie, de communication expert-exécutant. Moi, en tant que manager, cette structure-là simplifie les choses, donc j'ai pas beaucoup d'intérêt à changer ce statu quo-là, puisqu'on a dit au début que c'était pour simplifier les choses. Ça aide. Donc ces silos-là ont une utilité. Qu'est-ce que j'aurais à gagner, moi, à aller challenger ce statu quo-là ou aller modifier les silos existants? Puis on le voit, là, puis sûrement aussi, parce que je pense aussi ce qui leur fait peur, puis après on pourra voir, c'est ça, qu'est-ce qu'il y aurait à gagner, mais des fois aussi ce qui fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de chefs, de directeurs de département qui ont vécu le mode matriciel, qui ont vécu l'hybride entre avoir mes gens dans mon silo, mais les faire emprunter à 50% du temps sur le projet A, puis 25% sur le projet B, puis ils voient beaucoup qu'ils perdent un peu de contrôle sur ce que leurs gens font. Fait que j'ai l'impression qu'aussi sont teintés par l'approche souvent matricielle de bon, ben là, je deviens juste un gestionnaire de capacité qui va être utilisé, puis qui va être utilisé par un projet ou par un gestionnaire de projet ou par une autre chose. Fait que je pense qu'ils voient ça comme, OK, mais qu'est-ce que j'ai à gagner quand les gens partent à 50%, 30%, 20% sur des projets? Ben, premièrement, mes gens, souvent, vont perdre un peu de focus. Des fois, ils vont perdre un peu ils vont s'éloigner de la pratique, puis être peut-être un peu trop dans essayer de plaire à ces différents projets-là qui sont des fois concurrentiels. Puis, comme directeur, je pense, dans ce cas-là, tu perds de la vision. C'est ça que j'avais entendu aussi dans ces domaines-là, c'est que tu perds de la vision parce que c'est ces gens-là qui sont dans des projets. Mais là, au quotidien, ils vont gérer, ils vont être en contact avec des gestionnaires de projet. Fait que leur patron, entre guillemets, qui va prioriser leur travail, c'est principalement des gestionnaires de projet, c'est les contraintes budgétaires, c'est les contraintes d'échéancier. Fait que souvent, le patron, il se dit, moi, j'ai quoi là-dedans, là, à part prêter mes ressources, puis après, puis j'emploie le mot ressources volontairement dans ce cas-là. Disclaimer, j'ai utilisé le mot ressources. C'est un mot interdit? Je comprends pas pourquoi tu utilises ça. Ben, je pense qu'on gère des humains avec une spreadsheet, puis on dit 20% là, 40% là, puis on se dit, ben, si ça fonctionne avec 100% dans ta spreadsheet, la petite case est verte parce que la personne est 100% partagée, on voit vraiment, on se dit, c'est une ressource. C'est vraiment comme si je partageais un serveur, si je partageais un sac de farine, peu importe, c'est une ressource un peu. Fait qu'on est rendu comme ça à tellement s'éloigner du quotidien de la personne, puis s'éloigner de ses besoins, puis dire, OK, ben si mathématiquement ça fonctionne, je peux lui mettre 10 projets à 10%, puis ça va fonctionner, là. Ça fonctionne sur une spreadsheet. Fait que je pense dans ce mode-là, c'est ça, des fois, c'est ça le challenge, c'est qu'on tombe un peu le directeur perd le contact avec ses gens, puis il se dit, ben, à quoi que je sers, c'est quoi que ça m'apporte, là, dans le cas de ça. Mais c'est pour ça qu'on va essayer d'explorer, je pense, aujourd'hui, voir est-ce qu'il y a des façons que ça peut bénéficier au directeur. Puis je pense que c'est là, ça dépend, dans le fond, c'est comment ces gens-là qui font partie de son département sont assignés ou sont réalignés vers un objectif d'affaires. Je pense que c'est ça qui fait que ça peut apporter. Là. Je ne sais pas si on veut déjà sauter dans le sujet de différents types d'équipes qu'un directeur pourrait
pour Ouais, avoir ouais. ouais. J'ai vu dans le passé, j'ai vu il y avait le concept des fois des SWAT teams là, des fois c'est vraiment il y a quelqu'un de ton équipe, c'est souvent ton meilleur, il y a le projet qui est en danger ou c'est un projet qui est prioritaire. Puis là on dit OK, là il faut absolument avoir tes deux meilleurs QA, ton meilleur designer, on met ça, on fait une équipe, le meilleur billet, toutes les personnes meilleures dans chacun des départements, puis on les met ensemble, puis là on livre un projet parce que c'est le projet. C'est un des projets numéro un de la compagnie, parce que des fois, il y a ça, là, des différents. Des fois, il peut y avoir 5 Mhm. projets numéro un. Donc, c'est un des 5 projets numéro un. Il faut absolument mettre ça. Puis là, des fois, tu es un peu forcé comme directeur ou comme gestionnaire de ces gens-là. Puis tu dis, bon, ben là, je les ai perdus pour 6 mois. Ils sont partis dans Mhm. qu'est-ce que j'en ai à gagner. Ce que j'ai observé, ce qui est intéressant, puis dans ce cas-là, on brise un peu le silo, mais on crée un nouveau silo. C'est ça qui est intéressant. Des fois, on brise le silo qui est centré pour optimiser l'organisation. Fait qu'un silo IT, un silo marketing, un silo sécurité, légal, tout ça. On brise cela pour créer un nouveau silo, mais plus orienté avec la livraison de valeur. Fait que souvent, dans ce cas-là, c'est qu'on a un produit à livrer pour le client, un nouveau site web, une nouvelle application, puis tout ça. Puis on dit, OK, on bâtit une équipe pluridisciplinaire, puis on crée un nouveau silo avec ça. Puis on va donner un nouveau focus à ces personnes-là qui vont être, au lieu d'être un focus des fois qui est plus disciplinaire, ben, selon leur discipline un peu, là, leur pratique, on va leur donner un focus maintenant qui est un objectif de livraison de valeur, un produit à livrer, un objectif mensuel à atteindre, peu importe. Puis je pense que ce qui est intéressant dans ce domaine-là, qu'on réussit à mettre ensemble, puis je pense qu'on parle quand on parle d'équipe agile, on a déjà ce mindset-là souvent. On essaie Mhm. d'avoir des équipes pluridisciplinaires qui sont capables de livrer quelque chose avec le moins de dépendance externe possible. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie de recréer. Je pense pour le gestionnaire, c'est assez intéressant parce que, premièrement, maintenant, on développe de l'empathie intersilo. Fait que quand tu as un QA avec un développeur qui travaille ensemble en proximité, avec un designer, avec une personne de marketing, avec un business analyst, c'est là que tu commences à développer, je pense, de l'empathie parce que là, maintenant, le développeur comprend l'impact Mhm. de la non-qualité vers le testeur, où il comprend aussi des fois un peu plus en côtoyant la personne, le designer ou la personne de marketing. OK, c'est ça l'objectif d'affaires que j'essaie de rencontrer en développant ce feature-là, ou c'est cet utilisateur-là que j'essaie de plaire, d'améliorer la vie de cet utilisateur-là. Fait que là, maintenant, des concerns qui étaient par silo, historiquement, qui était que Mhm. marketing se C'était concentre sur technique, en marketing. fait, finalement. Ouais, c'est ça. Maintenant, on partage un peu, même s'ils ne deviennent pas experts, dans le domaine, ils développent tranquillement une empathie pour l'autre joueur de leur équipe qui est dans cette spécialisation-là. Puis, il ramène souvent s'il revient dans son département, puis c'est ça qui est intéressant, là, ce que j'avais observé. Il y a comme il y a un peu de pollinisation parce que là, ton développeur qui retourne dans son département de développement ou le testeur qui revient, mais là, maintenant, il comprend les challenges de l'autre personne qui était dans un autre silo, puis il les ramène dans son silo. Fait que souvent, au lieu d'avoir ce que j'avais entendu des fois, quand ça arrive qu'on est dans un silo un peu plus fonctionnel, c'est que là on va chialer contre l'autre silo. Ah, eux sont toujours comme ça, eux, ils nous ralentissent avec tous leurs requis, tout ça. Parfois, ce que j'avais entendu, c'est qu'il va y avoir quelqu'un de l'équipe qui va lever la main puis il va expliquer ah ouais, mais ils font pas ça volontairement pour nous ralentir, c'est parce qu'eux ils ont des attentes où ils ont une sensibilité pour un certain aspect, ou même des fois ils sont capables d'expliquer OK, ben c'est pour ça que le designer veut tant d'espacement entre ses boîtes, parce qu'il m'a expliqué, puis il m'a expliqué pourquoi il fallait aérer le design, puis tout ça. Fait que c'est intéressant parce que là, on se rend compte qu'on partage ces concerns-là, même s'ils ne deviennent pas 100% owner de tous ces trucs-là. Ils se disent, OK, ben là, maintenant, je comprends globalement chaque silo, c'est quoi leur intérêt, puis après, ben, ils peuvent ramener ça quand ils s'en vont faire une équipe comme ça, dans une équipe, mettons, comme un SWAT team, ou une équipe projet, ou une équipe agile, pluridisciplinaire. Je ramène tous ces concerns-là, puis j'ai partage, puis on a moins besoin de documents d'end-off, parce que maintenant, ça devient une connaissance, des fois, un peu tacite. Ben, ça, moi, je sais pas si c'est le bon mot, tacite, c'est comme une information qui n'a pas besoin d'être documentée parce qu'on s'entend sur un même niveau de qualité ou un même niveau de résultat
parce on s'est côtoyés, on travaille ensemble. Fait que c'est un peu, je pense qu'il est intéressant. On enlève un peu, on peut enlever dans ces cas-là des climats des fois un peu difficiles entre les départements, juste parce que certaines personnes, certains membres ont déjà travaillé ensemble. Puis de projet en projet, quand ces équipes-là pluridisciplinaires se créent, puis reviennent dans leur département ou forment d'autres équipes, ben on garde cette expérience-là, puis on la ramène avec nous. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, puis ça permet à chaque silo de mieux faire son travail, parce qu'on est moins... on a moins des œillères. Je pense que c'est un peu ça. Le silo, souvent, ça équivaut un peu à des œillères. Des fois, on voit un peu moins ce qui se passe autour, puis les autres besoins. La pollinisation dont tu parles est là aussi pour aider à tous ces imprévus, ces allers-retours dont on parlait. À partir du moment où on a vécu une certaine réalité avec d'autres experts, qui sont experts dans d'autres domaines, on ne devient pas expert soi-même, mais on comprend un peu mieux l'autre domaine. Ouais. Puis cette empathie permet de réduire les frictions futures. Puis je pense que la dimension d'introspection des personnes qui reviennent dans les équipes est aussi importante, peut-être de les ramener cette connaissance-là pour potentiellement que l'équipe change ou modifie leur manière de faire, parce que maintenant elles savent que les fameuses personnes qu'elles servent ou dont elles sont clients ou fournisseurs ont d'autres attentes parce qu'elles l'ont vécu et que potentiellement ça pourrait améliorer leur propre travail. C'est ça dont que tu exposais en fait. Je pense aussi, au-delà de ça aussi, même des fois, on comprend l'autre, on développe de l'empathie, mais en même temps, peut-être on apprend aussi à mieux communiquer. Peut-être qu'on comprend maintenant un peu plus. Souvent, on parle la même langue ou on sous-estime le fait des fois, on parle pas le même langage. Même si chaque personne parle français ou anglais, on se rend compte qu'on parle pas, on n'utilise pas les mêmes mots, on n'utilise pas la même façon de communiquer. Il y a peut-être des gens qui communiquent avec selon certaines valeurs ou certains principes que certains départements partagent pas. Puis ça permet justement de dire, OK, ben quand je parle à quelqu'un de QA, en général, mais tu sais, il faut que je lui présente comme ça, il faut que je sois à l'affût que cette personne-là va voir vraiment les risques de laisser passer un bug, l'impact sur la production. Tout le temps, cette personne-là est peut-être souvent avec un focus sur ce qui marche pas. Tu sais, souvent, les QA vont identifier, ils voient les lacunes, ils voient les risques qui peuvent se produire. Fait que dans le fond, d'avoir cette vision-là aussi, on va essayer de voir, OK, comment je communique avec cette personne-là, puis pour lui donner du feedback ou pour lui demander quelque chose, qu'on soit en relation, que ce soit l'équipe qui te donne un service à toi ou que toi, tu es un client c'est toi qui donne un service à l'autre département. Tu vas comprendre, OK, c'est de cette manière-là qu'il faut communiquer. Fait que, du point de vue des interfaces, de la façon de faire, peut-être la chaîne de communication à passer. Des fois aussi, dans des grandes entreprises, on comprend, OK, pour parler à ce département-là, il faut passer de cette façon-là par ce canal-là. Sinon, ça ne sera jamais priorisé, ça sera pas... Peu importe. Je pense que c'est des choses qu'on découvre, qu'on travaille tout ensemble. On se rend compte que, OK, des choses que je pensais quand vous répondiez pas, c'était peut-être pas nécessairement parce que vous m'avez pas entendu, c'est peut-être ma demande n'avait pas été faite de la bonne façon ou par le bon médium. Fait que je pense aussi ça peut aider juste dans la rapidité du transfert d'informations ou de communication ou d'action par rapport aux demandes. Donc, on a finalement beaucoup de choses à gagner en perdant finalement un petit peu de contrôle dans son équipe, en laissant des personnes aller à droite, à gauche temporairement. Quand elles reviennent, on va gagner des joueurs qui auront un bout de contexte en plus. Puis là, il va falloir mettre en place potentiellement des choses. On va regarder ça un petit peu plus en détail avec toi pour comment faire que cette connaissance-là qui aura été accumulée pendant l'expérience va pouvoir bénéficier à l'équipe, puisque en retour, en tant que manager, son équipe sera peut-être plus forte, sera peut-être plus résiliente, sera peut-être plus focus aussi vers des prochaines missions. Je pense que c'est un peu dans le même lien entre
le fait qu'on est dans un environnement changeant où il faut aller vite, que les besoins changent, à un moment donné, les organisations disent OK, il faut l'embrasser, ça, le contexte change tellement vite, nos compétiteurs vont plus vite que nous, il faut savoir pivoter. Je pense que c'est un peu la même chose, c'est que dans l'optimisation des gens puis de leur contribution, je pense qu'il faut apprendre à accepter qu'il va y avoir des mouvements qui sont des fois reliés par le fait que les choses vont vite, puis le marché change, puis tout ça. Fait que je pense qu'il faut se bâtir des muscles, puis voir comment faciliter ça pour que ça se produise en douceur, puis que même les gens qui sont impliqués là-dedans dans le changement ou qui changent d'équipe, qui changent de département, soient confortables là-dedans. Mais en même temps, même dans les gestionnaires, voir qu'est-ce qu'on a à en tirer. Tu sais, on l'embrasse, ça arrive, il va y avoir des mouvements de gens vers différentes équipes. Fait que moi, comment je fais pour avoir un effet de levier sur ce que les gens ont gagné pour pouvoir l'appliquer sur mon département ou sur les gens de mon expertise. Il y a des choses qui sont certaines dans la vie. Moi, dans ma tête, il y a le fameux dicton, là. Il y a plusieurs choses qui sont sûres dans la vie. Il y a les taxes, la mort. J'ajouterais le changement. Le changement, on est sûr que ça va arriver. Effectivement, mieux vaut être équipé, mieux vaut avoir déjà un petit entraînement là-dessus. Selon toi, des contextes qui seraient favorables de changement pour justement démarrer cette mécanique-là, de se dire très bien, on va comme créer ce fameux silo temporaire, cette fameuse SWAT team. Là. Est-ce que toi, tu en as vu des contextes qui sont favorables à ça? Mais je pense, premièrement, c'est ça, je pense un premier contexte, c'est quand une personne a déjà fait partie d'un département, puis après, s'en va dans une SWAT team ou dans une équipe pluridisciplinaire, de ne pas en ajouter plus dans la complexité en séparant son workload sur plusieurs initiatives. Fait que si on est capable de garder un focus à cette personne-là qui dit « OK, maintenant, tu fais partie de cette équipe-là, qui a cet objectif-là qui est très important pour la compagnie. Mais s'assurer de voir comment qu'on peut justement lui donner ce focus-là, puis peut-être réduire toutes les tâches un peu qui sont déconnectées de ça, parce que c'est là qu'on se met un peu dans un environnement. Pour la personne, c'est pas évident parce qu'elle se retrouve dans un projet, elle a ses anciennes tâches dans le département, elle a peut-être un autre projet ou d'autres responsabilités. C'est là, je pense que c'est difficile. Fait que déjà, si tu veux avoir un succès, je pense, de donner cette enveloppe-là, au-delà du silo de l'équipe de SWAT, même un silo autour de cette personne, essayer de la protéger, dire, OK, tu t'en vas dans un mandat spécial, tu as un peu des autorisations spéciales qu'on te permet de focusser pour que tu puisses bien intégrer ta nouvelle équipe, bien comprendre ce que tu as à livrer dans ce nouveau mandat-là. Puis, fait que je pense que ça, c'est un des premiers trucs importants pour que quand la personne s'en va dans ce mode-là, mais quand elle revient, là, OK, là, elle peut ramener tout ce qu'elle a réussi à développer, puis vu qu'elle avait le temps de bien s'intégrer, elle a peut-être était sûrement plus attentive, plus ouverte à OK, qu'est-ce qui se passe dans cet environnement-là, qu'est-ce que je peux ramener chez moi, que si elle est séparée en 15 initiatives, puis là, la personne fait de son mieux, il n'y a pas nécessairement, il y aura pas le slack time, un peu le temps de prendre du recul, puis se dire OK, qu'est-ce que j'observe maintenant que je suis dans une équipe pluridisciplinaire, puis qu'est-ce que je peux ramener chez moi, qu'est-ce que je vois qu'est-ce qui change quand je passe de l'autre côté de la clôture que je voyais pas quand j'étais pas en relation directe avec des gens d'un autre silo. Fait que je pense que c'est un des premiers aspects. Puis peut-être, je pense, au-delà pour un gestionnaire, mettons, qui voit un membre de son équipe partir pour un truc comme ça, au-delà de juste avoir une relation de statut, puis comment ça va, où t'en es, tout ça, mais de voir, je pense, d'avoir ces questions ouvertes-là, d'avoir OK, qu'est-ce que tu as observé? Maintenant que tu travailles avec les autres départements, y a-tu des choses qu'on peut ramener ici? Y a-tu des... fait que je pense même comme gestionnaire
d'être sensible à ça, que cette personne-là n'est pas en mode espion. Là. L'idée, c'est pas qu'elle aille espionner les autres départements, mais est en mode peut-être, je sais pas, diplomate, je sais pas. En tout cas, elle s'en va peut-être diplomate, je sais pas. Il faudrait que je regarde la définition de diplomate pour cette image. Mais elle s'en va quand même, elle représente premièrement... c'est une bonne image. On va y aller avec ça. Elle représente... espion, en tout cas. Ouais, c'est ça. Elle représente son royaume, fait qu'elle représente son silo d'origine, sa spécialité, puis elle va dans une mission pour parler avec d'autres personnes représentant aussi les intérêts de chacun de leur département. Puis ils travaillent ensemble, puis l'idée, je pense, c'est d'être l'idée qu'au-delà de leurs attentes de spécialisation, ils ont un point commun. On veut gagner cette mission-là, on veut livrer la chose. Je pense que d'avoir un mindset on envoie un diplomate, puis on veut qu'il nous représente bien, puis on veut après qu'il travaille bien avec les autres diplomates. Peut-être, je sais pas. On essaye ça. On lance ça dans l'air, cette image-là. Ouais, c'est intéressant. Parce que j'étais en train de penser le retour dans l'équipe. Moi, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais, Jimmy? Mais ça va être la merde. Quand il va revenir, il va nous dire que notre équipe, c'est de la merde et qu'on fait tout mal. Alors que là, si on l'amène dans une espèce de mission diplomatique, il a aussi le devoir de ramener des choses, peut-être qui se sont mal passées, des choses qui se sont bien passées, mais finalement d'aider l'équipe à... ça peut même devenir un leader de changement dans son équipe principale, dans l'équipe où il était avant. C'est ça, je pense que c'est ça l'idée, c'est que vu si on a cette image-là, d'arriver avec une ouverture, avec une curiosité, avec un respect des autres, que tu arrives dans cette nouvelle équipe-là de SWAT Team ou peu importe, puis tu arrives avec cette volonté-là de pas juste montrer ce que toi tu fais bien ou ce que ton département fait bien, puis de voir, OK, je suis curieux de savoir comment les autres fonctionnent, je suis curieux de voir comment je vais collaborer au quotidien avec ces personnes-là. Puis après, quand tu reviens, la même chose, des fois, quand tu reviens, tu veux avoir la même ouverture quand tu ramènes ce qui pourrait être mieux fait dans ton équipe originale ou ce que tu peux apporter dans la prochaine équipe d'urgence, un peu comme ça, parce que souvent, ces personnes-là deviennent j'ai souvent vu ça, là, des fois, ça va être presque d'un projet spécial à un projet spécial, parce que dès que le projet spécial, est sécurisé puis ça va bien, on dit il faut que tu ailles absolument sur le nouveau projet qui part, parce qu'on a vu que ça fonctionnait bien, t'amenais une belle énergie, puis tout ça, fait qu'on on t'envoie sur le prochain projet, fait que ça soit à son retour à son équipe originale ou sur une nouvelle équipe aussi dans un mode comme ça. Je pense que c'est ça, c'est d'arriver avec humilité puis dire j'ai observé ça dans l'autre équipe, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apporter? J'ai vu quelque chose qui m'a choqué, ou il y a des choses qui m'ont surpris ou qui m'ont... c'est ça. Fait que dépendamment de l'émotion que tu as eue en voyant quelque chose de différent que ce que tu es habitué, je pense de l'apporter et de dire OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? J'ai vu que dans d'autres équipes, ça fonctionnait différemment de nous. Fait que je pense que ça enlève un peu le concept des fois... J'aime beaucoup le concept de la théorie du pickle, là, que quand dis-moi ça. je sais pas, je cite de où, là. Je sais pas, je pense que c'était au Sprinter qui avait parlé de ça, mais je trouvais ça intéressant qu'il y avait le concept que peu importe t'es quel type de cornichon, quand tu marines dans la même eau, tu goûtes tout pareil. Quelque chose de même. J'ai très paraphrasé, peut-être qu'il y avait quelque chose de... Tu goûtes pareil. Fait que je pense que ça évite ça un peu, parce qu'on vient de te changer de peau de pickle, puis t'es peut-être avec une autre marinade, ou t'es peut-être avec peu importe, mais tu vas teinter le goût de où tu vas, puis aussi peut-être qu'on va te revenir, tu vas teinter aussi le goût de la marinade. En tout cas, c'est une autre image, mais je trouvais ça intéressant parce que parce que je pense que quand tu restes longtemps dans la même équipe, tu vois plus tes angles morts du tout. Là. Tout le monde fait la même chose parce qu'on l'a toujours fait, parce que ça fait 5 ans qu'on fait comme ça, puis c'est la meilleure façon de faire. Fait que des fois, ça donne un petit électrochoc de changer d'équipe. Je vais voir mes coéquipiers différemment grâce à toi. On garde l'analogie du pickle, mais attends, ça veut dire que je peux pas toujours sortir le même cornichon du bocal. Il faudrait que j'échange un petit peu de temps en temps. Mais je pense que c'est ça aussi, tu veux pas... Si c'est toujours le même cornichon que j'envoie dans les autres bocaux, les autres, ils finissent par picoliser à fond, là. Puis peut-être, à un moment donné, il va y avoir une résistance pour dire non, lui, on veut plus le revoir, là, il est trop différent, il est trop exotique, nous, on a notre truc. Il goûte tous les autres pots, on veut pas de lui.
Ouais, c'est vrai, c'est intéressant ça parce que c'est quand que je pense qu'une organisation voit qu'il y a une personne, tu dis, ah, lui, il s'adapte. Là, on le met dans une équipe, dans l'équipe A, dans l'équipe B, dans l'équipe C, il est capable de rapidement comprendre le problème, comprendre la dynamique, il s'adapte. Ça, c'est un muscle qui se développe, c'est une expérience qui se développe en justement en provoquant ou en vivant des changements. Fait que je pense que ça peut être facile de catégoriser, ah, lui c'est notre shooting star, là, lui, on peut le mettre partout, puis il va exceller. Puis on oublie un peu que les autres, ben peut-être qu'eux autres, il y a quelque chose à l'intérieur qu'on connaît pas encore. Puis peut-être des fois, c'est les personnes qui vont être vont peut-être emmener de l'inertie au département, ils vont peut-être, ils vont peut-être moins challenger le statu quo. Fait que peut-être d'avoir c'est une belle vision là, de voir est-ce que c'est qui le prochain, c'est qui est intéressé de participer dans l'expérience. Puis toujours, je pense en tête quand c'est possible. Vu que c'est des humains qu'on déplace d'équipe à un autre, là, ou qui se déplacent, de leur parler, puis de les amener dans la discussion, puis de les faire réfléchir sur où tu aimerais travailler. Il y a ce projet-là qui part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? Au lieu d'avoir le gestionnaire qui va voir individuellement chacune des personnes, puis là, il planifie son plan, puis là, après, il le met en Excel, puis après, il présente son plan, puis il dit Bob et Joe, la semaine prochaine, sont sur l'autre équipe. Fait que dites-leur au revoir, puis tout est décidé. D'avoir je pense d'avoir cette discussion-là, puis peut-être ça aiderait justement des personnes qui seraient peut-être pas prêts à quitter leurs pantoufles, qui sont bien dans leur équipe, de se dire, ah, ben peut-être que moi, j'aimerais aller sortir un peu de ce que je suis bien, que je me sens efficace, que je me sens le meilleur dans mon département, puis dire, OK, je me mets un peu en danger à l'intérieur de mon organisation, fait que c'est quand même souvent une expérience quand même sécuritaire, puis c'est quand même... Fait que je pense que c'est intéressant d'amener ce nouvelle expérience-là, cette nouvelle compétence-là, soit développé au sein de ton équipe, parce que comme ça, peut-être que si l'équipe a besoin de se réorganiser, on a une meilleure fluidité que parce qu'on sait que on l'a déjà fait dans le passé. Là, lui est allé aider une autre équipe, il est revenu, ça a bien fonctionné. L'autre, peut-être on a appris que dans certains cas, il y a certains transferts d'équipes qui n'ont pas bien fonctionné. On a peut-être appris de ça aussi dans certaines situations avec certains joueurs, ça fonctionne pas. Fait que je pense que c'est une bonne idée d'augmenter le nombre d'expérimentations au lieu d'y aller toujours avec une valeur sûre, avec lui, ça fonctionne, on le duplique, on duplique l'expérience à chaque fois. Je te demande d'arrêter les jeux de mots sur les pickles, la valeur sûre. C'était juste ça. Les gens ne sont pas des ressources, ce ne sont pas des cornichons, ce sont des gens, des humains. Mais moi, j'ai vu ces dynamiques-là se créer dans mes équipes, puisque j'ai beaucoup aimé, oui, ça va être la personne, quand tu dis le shooting star, la shooting star, la valeur sûre de l'équipe, même si c'est difficile pour les autres, tu sais, je veux dire, de voir une personne partir et puis de se dire, bah, pourquoi pas moi, tu sais. Cette personne-là part. Ce que j'ai vu, moi, se créer, c'est que des personnes avec cet espace qui s'est créé dans le pot finissaient par, eux, prendre de l'espace. Oh, et ça peut créer aussi des personnes qui n'avaient pas nécessairement la place d'avoir un certain leadership, parce que c'était comme le deuxième, la deuxième. Ben là, il n'y a plus de premier, ce qui fait qu'ils deviennent le premier, ou ils deviennent la première. Donc, ils ont il y a quelque chose qui change aussi dans la dynamique de l'équipe d'origine qui n'a pas changé. Et ça peut aider justement pour les prochaines expériences à se dire, ben, je serai le prochain, la prochaine... à tenter le saut, puis à moi aussi essayer un projet spécial. C'est intéressant parce que le leadership, c'est pas juste quelque chose qui se donne comme la main de Dieu. Là. On dit, OK, je te déclare leader. Souvent, c'est quelque chose que quand on laisse l'espace, puis la personne se rend compte, OK, j'ai l'espace maintenant d'exercer mon propre leadership. C'est vraiment intéressant de voir que peut-être, c'est ça dans l'équipe, parce que tu viens de recréer une nouvelle équipe, quand quelqu'un qui quitte ton équipe d'origine, ben, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, comme tu dis. C'est cool de voir que peut-être qu'il y avait quelqu'un qui va nous surprendre, qu'on dit, OK, je savais pas qu'il y avait ce leadership-là ou qu'il y avait cet impact-là sur l'équipe ou sur les décisions ou sur... c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se rend compte des fois que dans certains types de leaders, ben, ils sont très bons, ils prennent beaucoup de place, mais justement, ils empêchent peut-être un peu, ils font de l'ombre aux autres leaders qui ne prendraient pas cette place-là parce qu'ils savent que le numéro 1 va toujours prendre des décisions avant eux, qu'ils prennent des bonnes décisions, tout ça. C'est vrai que c'est intéressant, je n'avais pas pensé à cet angle-là
de ceux qui restent, là, voire de déplacer, que des fois, ça peut réénergiser une équipe. On peut peut-être même remarquer après, puis on se dit, peut-être que la personne n'a même pas besoin de revenir dans cette équipe-là. Tu sais, si cette personne-là, c'était la figure de leadership, on peut peut-être même après ce départ-là vers une autre équipe pour un mandat comme ça, à temporaire, où on peut peut-être se rendre compte, OK, maintenant l'équipe, on se rend compte qu'elle n'a plus besoin de ce leader-là, il peut partir une autre équipe ou joindre une autre équipe qui a plus de difficultés ou quelque chose. Je pense que ça peut être intéressant de voir. Puis au contraire, on peut voir le contraire. Ça, c'est la version conte de fées. Puis la version cauchemar, on se rend compte, OK, tout naît sur cette personne-là. C'était le bottleneck des décisions. C'était le bottleneck de l'initiative, de tout ça, de l'information. C'était tout lui qui avait ça dans sa tête. Puis là, on se rend compte, OK, on avait un gros risque ici qu'on voyait pas, puis là, maintenant qu'on l'a mis, ben on le détecte même. C'est vrai, c'est peut-être un avantage même pour les directeurs. On voit un peu le boss factor, que si la personne est tassée de l'équipe, on vient de simuler un peu le départ de la personne de la compagnie. On vient de dire, OK, si cette personne-là quittait, voici l'impact sur ce qui était pas transféré aux autres ou tout ça. Fait que je pense que c'est même ce résultat-là pour une organisation, c'est un résultat positif de cette expérimentation-là, parce que la personne est quand même dans l'organisation, c'est juste qu'on vient de tester, OK, l'équipe est beaucoup moins autonome maintenant qu'il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on peut travailler pour se solidifier suite à ce petit ce hit-là? Puis après, l'idée, c'est on essaie de voir comment adapter ça pour qu'à l'avenir, quand il va y avoir le départ de ce leader-là ou d'un autre membre d'équipe, l'équipe reste résiliente puis reste intacte malgré un départ comme ça. Fait que je pense que ça permet d'être plus proactif sur les risques futurs. On entrevoit des risques qui peuvent vraiment nous arriver si quelqu'un quitte, si quelqu'un, peu importe. Ça peut être quasiment même un frein à mettre en place cette expérience-là, parce qu'on pourrait se dire, oh là là, mais non, mais si cette personne-là part de l'équipe ne pourra plus rien faire. C'est une belle question à poser à une équipe. Mettons que ça génère de l'angoisse. En tout cas, moi, je l'ai vu. Ouais. Des personnes qui se disent, si notre pickle préféré s'en va, je suis pas sûr qu'on sera capable de continuer. Il va falloir le faire, parce que s'il était malade, donc il colle malade, c'est du jour au lendemain, il prévient pas. Il va falloir quand même que l'équipe soit fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors oui, ça peut être slow, mais à un moment donné, il va falloir trouver une manière de se réorganiser. Et là, l'avantage, c'est que c'est une expérience protégée. C'est pas du vrai. La personne n'est pas malade, la personne n'est pas quitté la compagnie. Puis la compagnie peut toujours, c'est elle qui a fait la décision de déplacer ou peu importe, c'est sous son contrôle, mais dans le cas d'une personne qui quitte ou une personne malade ou tout ça, mais là, tu vis avec, tu es vraiment réactif à ce qui vient de se passer. Fait que je pense que c'est un autre avantage, parce que on peut pas, je pense que ça vient à ça, c'est qu'on peut pas tout prévoir. Fait que même si on essaie de solidifier des silos, des silos puis des processus, les rendre les plus rigides possibles, il va y avoir quand même une cassure, il va y avoir quelque chose, une sorte d'impact qu'on n'aura pas pu prévoir, puis on va se briser. Fait que je pense que c'est important de penser comment qu'on peut travailler notre équipe, notre département, notre organisation pour qu'il y ait une façon de, quand on a un impact, on est capable de se réorganiser, puis ça fait pas trop mal. Ça fait mal sur le coup, puis on est capable de se réorganiser, puis on apprend après de ça, puis on se dit, la prochaine fois, comment qu'on fait pour être encore meilleur à se réorganiser après un impact? Fait que je pense que c'est avoir ce mindset-là qui est intéressant, au lieu d'avoir une poursuite sans cesse, d'être le plus solide, le plus solide possible, puis on oublie qu'on a toujours un point de rupture. Fait que je pense que c'est un peu... C'est quelque chose, c'est un genre d'expérience qui peut nous permettre de voir c'est quoi nos points de rupture qu'on n'avait pas pensé, là, malgré notre rigidité structurelle ou de processus. Là. Donc, si j'essaie de résumer un petit peu les conseils que tu nous as donnés là, donc avant de laisser partir quelqu'un, mettons qu'on crée un silo temporaire orienté vers un objectif spécifique de la valeur qui a un nouveau focus, etc. Ça va être de préparer le terrain, à la fois l'équipe pour qu'elle puisse réfléchir à ce qu'il va falloir que l'équipe fasse en l'absence d'une personne, ce qui est possible de le faire, puis la personne
qui va partir, de la mettre, déjà de la protéger, finalement de protéger son focus. Donc c'est sûr que si elle part, mais qu'elle est tout le temps pingée par son équipe ou d'autres missions, elle arrivera jamais, elle va arriver difficilement à ses fins. Donc ça, c'est pour comme préparer le terrain, si on veut. Pendant l'expérimentation de partir, de mettre un petit peu la personne en mode diplomate. Donc, c'est-à-dire qu'elle aille dans un terrain inconnu, assez en mode observation, en mode curiosité, d'avoir des check-in réguliers avec cette personne-là, pas spécifiquement sur l'avancement de ses tâches, mais plus pour un retour en continu de l'expérience qui se vit, déjà à la fois parce que ça peut être bon pour le manager, pour lui, pour absorber un petit peu et comprendre comment améliorer la prochaine démarche. Et au retour, dans l'équipe, de garder la même sensibilité, la même humilité de diplomate pour finalement aider son équipe en retour à comprendre mieux comment dire, l'expérience qu'elle a vécue, puis les choses qu'elle a apprises de ça, des choses qu'elle a apprises qui pourraient aider ses collègues ou aider l'équipe en général sur sa structure, sur sa manière de faire. Et potentiellement aussi avoir un retour sur expérience pour la prochaine personne qui part. Comment est-ce qu'on pourrait mieux effectuer ce transfert-là ? La prochaine fois qu'on part, prévoyez une semaine pour telle affaire, parce que là, c'était difficile pour moi. Je pense que c'est un peu les conseils que tu donnes. Est-ce que tu en vois d'autres? Oui, je pense que c'est ça, c'est d'éviter d'être en mode catapulte. Là. C'est un peu ça aussi, là, des fois, le gestionnaire qui va dire « OK, mardi prochain, cette personne-là quitte, on la met dans la catapulte, on coupe la corde, puis il est parachuté à l'extrême de... » Il y a deux cas. Si on réussit à lui couper toutes tes autres requis, ben là, c'est vraiment une vraie catapulte. Là, on l'envoie, puis il n'y a plus aucune responsabilité, mais il s'en va l'autre bord. Là. Puis on le voit plus, il est catapulté. Puis je pense que ça, c'est pas nécessairement bon non plus, parce que c'est pas une belle expérience pour la personne catapultée, pour les gens qui sont autour de la catapulte, puis il dit « Bye Joe! » Ils viennent de le perdre. Fait que cette version-là, puis il y a la version, je pense, comme tu as dit, si en plus on lui laisse ses responsabilités, moi j'ai l'impression que c'est comme sur le catapulte, puis il y a les mains encore avec des... Il y a une corde de bungee, fait que tu le catapultes, puis il revient des fois, fait que tu le catapultes, il revient. Fait que je pense que ça aussi, c'est pas une super expérience, à moins que la personne aime vraiment les sports extrêmes. Ça peut être intéressant, mais on sait jamais. Je pense que la plupart des gens, je pense déjà, si tu te fais catapulter, c'est assez... des fois, ça peut être traumatisant. Si en plus, tu es obligé de revenir une fois de temps en temps parce que t'as d'autres responsabilités qui n'ont pas été coupées, fait que t'es obligé de revenir. Fait que je pense que il faut pas y aller il faut pas brusquer cet échange-là, mais il faut quand même y aller d'une manière qu'on accompagne d'une manière organisationnelle pour que la personne se sente bien reçue, puis elle sente aussi que justement l'équipe la reçoit. On vient pas lui parachuter quelqu'un puisqu'on avait besoin on avait calculé je parle toujours de la spreadsheet, là, mais on avait calculé dans la spreadsheet qu'on avait besoin de 40% de plus de capacité, alors on catapulte 40% de capacité, puis l'équipe est pas capable de le recevoir, eux autres, les personnes qui ont été catapultées, ça s'est fait aussi rapidement. Fait que je pense que j'aimais ce que tu as expliqué, faire la partie de bien accompagner ton diplomate avant qu'il s'en aille comme ça, bien l'outiller, lui parler de la mission, lui parler c'est quoi un peu, comment on va l'accompagner, comment qu'on va faire le suivi avec cette personne-là, puis après, ben ça se fait plus facilement, je pense, que d'y aller comme ça, Big Bang de l'autre côté. Je retiens. Soyez en mode croisière première classe, pas en mode catapulte. Ah, c'est beau ça. On se dit bye-bye sur le quai, puis ça part tout doucement, puis on sait que la croisière va arriver tranquillement sur l'autre quai, puis ça doit sûrement donner un peu plus de courage aux autres qui savent qu'ils font partie de la prochaine croisière, parce qu'ils n'auront sûrement pas envie d'être dans la catapulte la prochaine fois. Mais c'est un diplomate, hein, c'est ça, hein, c'est la first class. Là. Ouais, c'est ça. C'est une belle image. Hey, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, Jimmy? On peut me rejoindre principalement sur LinkedIn. J'accompagne présentement des organisations qui désirent avoir livré de la valeur plus rapidement, mieux collaborer. Donc, je travaille avec des Scrum Masters, PO, des directeurs aussi pour essayer d'optimiser leur processus. J'essaie de pas trop parler du buzzword agile, agilité, tout ça. Fait que j'essaie de... Il y a plein de mots que j'essaie de pas dire, c'est difficile. Fait que l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui leur fait mal, où ils sont en ce moment, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme petit changement pour évoluer, sans essayer de dire, OK, j'ai ma recette, puis j'arrive, puis je vais vous montrer comment ça fonctionne, puis comment on doit faire les choses. Fait que je pense que vous avez juste à me contacter sur LinkedIn, puis je vais être ouvert, je vais être très, très content de vous parler, puis d'ouvrir la discussion, voir comment que je peux vous aider avec ce que j'ai comme outil, puis comme écoute. Du podcast, merci beaucoup, Jimmy. Merci beaucoup d'être là. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. C'est un plaisir. Merci. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode dans quelques semaines. On va continuer à parler de collaboration avec un nouvel invité mystère. Et si vous voulez avoir une petite dose hebdomadaire de trucs et astuces, ceux de Jimmy puis ceux des autres invités, vous avez la newsletter sur collaborationsoft.com. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Des bisous.